Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du growth marketing. Le growth, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Cet épisode est rendu possible par celle-ci, la solution française pour piloter sa croissance clé en main. Quand on gère une boîte, on sait souvent plus où donner de la tête. Prospection commerciale, finance, compta. Avec celle-ci, c'est fini la phobie administrative. Rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour tester gratuitement ce logiciel complet et accessible. Promis, celle-ci va vous simplifier la vie. Bon épisode! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Yann Leonardi qui est un confrère podcasteur pour ceux qui connaissent. C'est aussi une vraie figure du growth marketing. Il vient de sortir un livre éponyme qui cartonne et que je vous recommande. Pour nos oreilles indiscrètes, il va nous dévoiler les spécificités du funnel art. Salut Yann, bienvenue dans le podcast. Salut Caroline. Alors, le funnel art, ça me fait un peu penser à chaque fois à, tu sais, ce film personne n'arrive à le prononcer ou on se trouve toujours bête quand on le prononce. Pourquoi est-ce qu'on se donne autant de mal? Est-ce que c'est vraiment si utile que ça? Au départ, c'est juste un concept de start-up qui allait être associé au growth hacking, c'est-à-dire trouver des moyens d'optimiser la croissance d'une activité. Je me suis rendu compte, en l'utilisant, que c'était un peu comme une grille de lecture qu'on pouvait venir poser sur n'importe quel type d'activité. Donc, j'ai plusieurs exemples là-dessus, et qui nous permet en fait de comprendre ce qui se passe. Si je dois te faire l'explication de cet acronyme un peu barbare, qui a le mérite d'être facile à retenir, parce que c'est effectivement un truc un peu différenciant. En fait, ça veut dire acquisition, les gens découvrent ton activité. Activation, ils comprennent la valeur de cette activité pour toi. Il y a vraiment cette notion un petit peu d'expérimentation. Il faut qu'ils comprennent et qu'ils expérimentent. Après, la rétention, c'est le fait de revenir, de rester en contact avec ton activité. Deuxième R, c'est la recommandation. Tu vas faire une action qui va permettre la diffusion, la visibilité de ce service. Donc, ça peut être du bouche-oreille, par exemple. Et puis, le dernier R, c'est le revenu. Donc, l'argent qui rentre in fine. Tu le présentes comme un funnel et pendant longtemps, ça a été présenté comme un funnel, justement par notamment l'inventeur du concept qui était un mec de la Silicon Valley. Les gens arrivent, ils sont activés, ils restent, ils font du bouche à oreille et l'argent rentre. Et en fait, en vrai, c'est pas vraiment un funnel chronologique, c'est plutôt un modèle qui permet de comprendre ce qui se passe. Parce que, en fait, pour comprendre et optimiser la croissance d'une activité, en fait, il faut essayer de s'approcher au plus près possible de la vérité de l'expérience utilisateur telle qu'on la propose et qu'on comprenne ce qui se passe là où ça coince, là où il y a des frictions, là où on pourrait améliorer les choses. Et pour le coup, ça, c'est une grille de lecture. C'est pas vraiment un funnel. Un funnel, c'est des étapes chronologiques qui font que si t'as pas passé l'étape d'avant, t'as pas le droit de passer à l'étape d'après, en gros, tu vois. Et là, c'est pas le cas parce qu'en fait, on comprend rapidement que tu peux très bien faire de la recommandation avant même d'avoir été activé. Je te donne un exemple. Je prends une patinette électrique dans la rue, je sais plus quelle marque il y a en ce moment parce que ça change tout le temps. En fait, au moment où je l'utilise, j'ai pas encore vraiment expérimenté complètement le service, mais je suis déjà en train de faire de la recommandation puisque je me balade avec un truc que je suis un panneau publicitaire ambulant, en fait, tu vois. Donc là, on comprend que c'est pas vraiment chronologique, que les étapes peuvent apparaître dans un peu n'importe quel sens, et que c'est vraiment un modèle où on comprend, est-ce que j'utilise tous les leviers qui sont à ma disposition pour faire grossir l'activité? Est-ce que les gens reviennent? Rétention. Est-ce qu'ils ont compris? C'est vraiment le b.a.-ba, c'est que si t'as pas compris ce que ça peut t'apporter, il y a peu de chances que tu reviennes. Et ça, c'est valable pour n'importe quelle activité. Et je dirais même en dehors des activités commerciales. C'est-à-dire que si t'as un parti politique, un club de philatélistes, ou quoi que ce soit, si tu veux faire grossir l'activité, ça fonctionne toujours sur le même principe, se faire voir, que les gens comprennent ce que tu fais, où tu veux en venir, qu'ils reviennent, qu'ils puissent le diffuser et que ça te rapporte de l'argent in fine. Et on peut estimer que l'influence qu'on va gagner est monétisable, donc ça revient à peu près au même, quoi. Donc le funnel art, c'est pas tellement en entonnoir parce qu'on a envie d'avoir une pensée chronologique et finalement cette vision en entonnoir, elle peut nous mener à l'erreur puisque tu nous dis en fait c'est des briques élémentaires qu'on agence un peu comme on veut, c'est valable pour tout business, ce sont un peu les 5 étapes du parcours client. Et du coup Yann, comment est-ce qu'on fait quand on est un spécialiste growth comme toi, qu'on reçoit une problématique, que demain on a un e-commerçant ou quelqu'un qui veut commercialiser un produit de formation, comment est-ce qu'il peut moduler ces briques élémentaires? Comment est-ce qu'on sait par quoi commencer? Si tu nous dis que c'est pas dans l'ordre, ça peut nous inquiéter parce que finalement, cet ordre, cette méthode, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, c'était facile. Mais là, comment est-ce qu'on sait la première brique stratégique à poser? Est-ce que c'est la recommandation? Est-ce que c'est l'awareness, donc la visibilité? Comment est-ce qu'on jugule?
La méthode, c'est en 2 étapes. D'abord, poser le modèle pour comprendre ce qu'on a sous les yeux. Et une fois qu'on a posé le modèle, on va définir le truc critique. Par exemple, j'ai un site e-commerce, comme tu disais, je vends des chaussettes. Les gens, ils achètent mes chaussettes, et en fait, je vois que les gens ne viennent pas racheter des chaussettes. Et je leur envoie des emails, je leur dis, vous pouvez revenir racheter des chaussettes si vous voulez, j'ai de nouvelles couleurs, et ils ne reviennent pas. Donc, c'est-à-dire qu'en ayant posé mon modèle, je me rends compte que un levier d'optimisation de ma croissance qui est la rétention, faire en sorte que des gens que j'ai acquis puissent revenir acheter des chaussettes, je l'utilise pas, donc j'ai un problème, comme si je remplissais un panier percé. Pour le coup, ma priorité, c'est ça. Et du coup, je vais mettre en place potentiellement derrière un process d'itération ou de test où je vais tester des choses pour voir qu'est-ce que je pourrais faire pour optimiser ce problème prioritaire à l'instant T. Une fois que j'ai réglé mon problème de rétention, je vois c'est quoi mon autre problème prioritaire à l'instant T. Et en fait, c'est juste que je vais travailler par segment. C'est-à-dire que pendant 3 mois, je vais travailler sur ce truc-là. Pendant 3 mois après, je vais travailler sur cette brique-là. Et je vais voir qu'est-ce qui est critique à l'instant T. Donc, première étape, modéliser. Pour chaque brique, se dire qu'est-ce qui est l'action représentative de chaque partie, donc de l'acquisition, de l'activation. Donc pour un e-commerce, est-ce que l'acquisition, c'est la visite du site internet? Pour l'activation, est-ce que c'est l'ajout au panier? Est-ce que la rétention, dans ce cas-là, c'est le réachat? En fait, il faut définir quelle est l'action représentative, et puis après, il faut lui mettre une métrique. Du coup, si c'est l'ajout au panier, ça va être le nombre d'ajouts au panier par visiteur unique, par exemple. Et on peut comme ça, après, aller passer à l'étape 2, où on optimise étape par étape. Tu nous dis l'étape 1, c'est modéliser, cartographier, donc en gros auditer, regarder ce qui se passe dans son produit. On parlait du parcours client. Sur quelles briques élémentaires je suis pas tellement bon, et notamment des briques qui sont essentielles comme le referral, qui est vraiment la brique en fait qui coûte le moins d'argent et qui rapporte le plus, hein, un coût d'acquisition pratiquement nul si vous faites du parrainage ou si vous faites du referral ou de l'affiliation. Donc faut vraiment y aller à fond les ballons sur cette partie-là. Comment est-ce que tu fais toi, Yann, quand tu as un peu un paysage devant toi comme ça? Quels sont les outils d'audit que tu utilises? Est-ce que c'est du Google Analytics avec du Clarity, du Hotjar? C'est quoi ta stack préférée pour cette partie audit, pour comprendre en fait d'où vient le mal et où est-ce qu'on est moins bon? Je fais avec ce qu'on me donne, tu vois. Donc effectivement, il y a vraiment une partie data là-dedans, en sachant que ce modèle peut aussi fonctionner sur des activités physiques, tu vois, genre une boulangerie ou n'importe quoi. Donc là, pour le coup, ça va être plus compliqué à récolter de la data. Mais effectivement, faire avec ce qu'on a sous la main. Et pour poser le modèle, l'idée, c'est de se dire, bon, je veux avoir cette information-là. Je vais demander avec les ressources en interne, est-ce qu'il y a un data guy ou est-ce que non? Qu'est-ce que vous avez comme outil? Et je vais dire, est-ce que je peux avoir cette information? Et là, ils me disent oui ou non. Après, je dis, si vous l'avez pas, est-ce qu'il y a moyen de mettre en place un truc pour l'avoir? Donc, ça peut être un mix panel, en fonction un peu de leur budget, en Google Analytics ou autre, si c'est un site. Et puis, ce qui se passe, c'est que s'ils me disent, non, ce sera pas possible, dans ce cas-là, je vais essayer de trouver une autre action représentative qui pourrait m'aider à comprendre comment se passe l'expérience. Et donc, si je peux pas avoir l'ajout au panier, je vais essayer de trouver une autre action représentative qui pourrait me donner l'impression que avec cette action-là, ils ont compris la valeur que je leur proposais, tu vois. Et l'idée, c'est que même si on n'a pas forcément l'action la plus pertinente, c'est de se rapprocher de cette action pour essayer de comprendre l'entièreté et le côté transverse du modèle, quoi. Tu nous as parlé d'audit quali. Tu nous as dit, du coup, si j'ai pas de quanti, si j'ai pas les datas pour ceux d'entre nous qui sont moins techniques, comment est-ce que tu mènes ton audit qualitatif, Yann? C'est vraiment faire sa liste de courses. C'est partir d'hypothèses et se dire, moi, je pense que le moment où les gens expérimentent vraiment cette valeur-là, c'est ça. Est-ce que je peux l'exploiter ou non? Si je reprends l'exemple du e-commerce, le vrai moment où la personne expérimente la valeur et comprend où je veux en venir, en théorie, ça devrait être quand il reçoit mes chaussettes. Sauf que je peux pas vraiment l'exploiter tel quel en tant qu'activation. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sorte de proxy activation. C'est-à-dire que je vais prendre une autre action représentative où je vais estimer que ils ont quand même un petit peu expérimenté la valeur parce qu'ils se sont promenés sur mon site, ils ont vu ma page produit où je me suis donné du mal pour raconter mon histoire, ce genre de trucs, tu vois, par exemple. Et du coup, ils ont quand même expérimenté un petit peu le produit. Évidemment, bien sûr, il faut pas que quand tu délivres, ça a rien à voir avec la proposition, mais l'idée, c'est vraiment de se dire, bon, il y a l'idéal en qualitatif, c'est ça, mais moi, pour que je puisse l'optimiser au maximum, je vais plutôt prendre cette action-là, et après, je fais ma liste. C'est-à-dire que du coup, une fois que j'ai fait mon hypothèse, je pense que là, ils ont compris quelque chose, eh bien, je vais du coup faire ma demande, est-ce que je peux avoir cette information ou pas, quoi, tu vois. Et les hypothèses, en moyenne, t'en formules combien? Est-ce que tu as à chaque fois un sourcing de 3 hypothèses? Comment est-ce que tu fonctionnes pour formuler ces hypothèses? Le truc, c'est qu'à force,
on finit par avoir des modèles un peu tout faits en fonction des types de business, tu vois. C'est-à-dire que quand je t'ai dit pour un e-commerce, on prend la joue au panier, la première fois, on a mis cette hypothèse, et puis finalement, on a fini par garder ça comme étant le plus représentatif de la proxy activation, on va dire, sur un e-commerce, tu vois, qu'on peut exploiter, on peut travailler là-dessus, on peut faire en sorte que quand les gens arrivent sur une page, on peut optimiser le nombre d'ajouts au panier, tu vois. Avec le temps, on a de plus en plus de certitudes par rapport aux différents types de modèles, et donc on gagne du temps sur les hypothèses. Ce qui veut pas dire que c'est des vérités absolues, mais ça veut dire que au tout début, quand je me suis posé la question de comment fonctionnait le modèle A pour une boulangerie ou tout ça, je me suis un peu pris la tête, et que finalement, avec le temps, je retrouve des patterns en fonction des types de business, quoi. Est-ce que tu peux justement nous donner quelques exemples de réussite? À quel point est-ce que la méthode, le funnel, le process, le workflow art, il peut nous aider à débloquer justement des goulots d'étranglement de croissance? Par exemple, cette boulangerie, après avoir résolu un de ses problèmes, va réussir à faire une meilleure perf. Est-ce que tu as des exemples à nous donner? Et juste pour qu'on voit à quel point en fait c'est actionnable et pratique. Alors, écoute, je vais te prendre 2 exemples. Je vais prendre un compte LinkedIn, parce que en fait, un compte LinkedIn en soi peut avoir sa propre croissance, et donc c'est un produit pour moi. Et je vais te prendre le manège des forains à côté de chez moi. En fait, le but du jeu, quand on veut faire grossir quelque chose, que ce soit une start-up ou n'importe quoi, un compte LinkedIn ou un manège, comme je disais, c'est d'arriver à se débiaiser et se rapprocher le plus possible de la vérité de l'expérience, tu vois. Tant qu'on n'a pas posé un modèle, en fait, on va être vachement sur nos biais psychologiques. En particulier, quand on se lance, on va être sur des trucs du genre, ah oui, mais il faut que je fasse plus d'acquisitions, tu vois. En fait, tant qu'on n'a pas posé les trucs et qu'on n'a pas vu clairement que aucun des gens qu'on fait rentrer ne revient, et en fait, on reste toujours sur cette idée que, oui, non, mais il faut que je fasse plus d'acquisitions, peut-être qu'il faut que je fasse des relations presse, tu vois, plein de trucs comme ça. On est biaisé et on prend pas les bonnes décisions. Parce qu'en fait, du coup, tu peux voir, là où il y a des problèmes, comme tu peux voir là où tu peux améliorer les choses. Mais déjà, pour commencer, c'est là où il y a les problèmes. Ça peut avoir des conséquences dramatiques, parce que si tu n'arrives pas vraiment à comprendre ce qui se passe et là où tu peux améliorer les choses, tu vas juste fermer boutique, quoi. Donc c'est quand même assez critique. Pour prendre les 2 exemples qu'on a dit, donc LinkedIn par exemple. LinkedIn, ça va être très simplement découvrir un compte. Voilà, découvrir un compte de quelqu'un. L'activation, ça va être potentiellement, voilà, on va le voir passer, peut-être on le revoit passer 2 semaines après, et on se dit, mais c'est intéressant ce qu'il dit, on va cliquer sur son profil, et on va être un peu intéressé par ce qui est proposé. Soit en regardant les anciens posts, soit en regardant un peu la proposition de valeur qu'il y a sur le compte LinkedIn, si c'est bien fait. À partir du moment où on va faire suivre ou connecter, c'est là où on va se dire, en fait, j'aimerais bien que les publications de cette personne apparaissent dans mon fil, en fait. C'est comme on se dit, j'ai envie d'être spammé par cette personne parce que j'estime que j'ai compris ce qu'il pouvait m'apporter. Donc ça, c'est l'activation. La rétention, du coup, ça va être de faire en sorte de rester en contact avec vos followers sur LinkedIn. Et puis, la recommandation, c'est vachement intéressant sur LinkedIn parce que tu peux avoir des partages, mais LinkedIn, on sait très bien que les partages, faut surtout pas faire ça parce que ça n'a aucun reach organique. Donc le partage, qui est normalement le vrai truc de recommandation, ne fonctionne pas sur LinkedIn. On sait que c'est les commentaires qui vont permettre d'avoir le plus de reach de proche en proche. Quand les gens commentent, ils font une action involontaire de recommandation puisqu'ils vont le partager à leur réseau. On comprend que si on veut optimiser la recommandation volontaire, eh bien, il faut toucher les gens dans l'émotion pour qu'ils commentent ou utiliser des techniques pour pousser aux commentaires. Alors, il y avait le fameux contenu contre commentaire qui a longtemps marché. Je vous envoie un PDF si vous commentez. Ça, c'était une technique pour avoir du referral involontaire, de la recommandation involontaire. Et puis, le revenu, moi, si j'utilise LinkedIn dans mon activité professionnelle qui est à part, donc mon activité de consultant qui a son propre art, j'utilise pas le dernier R de revenu sur LinkedIn. Par contre, si je commence à faire des posts sponsorisés, eh bien là, j'utilise le dernier R de revenu pour LinkedIn. Et en soi, ce que je propose sur LinkedIn est un produit en soi, une expérience en soi, qui me rapporte de l'argent. Ça, c'est pour LinkedIn. Et donc, les forains, il se trouve que j'ai été emmener ma fille sur le manège. Vous voyez pas Yann, mais il a l'air décomposé en disant ça. On sent que c'est là, ça fait plusieurs fois d'affilée qu'il va au même endroit à la même heure. Ouais, je me suis fait avoir, mais c'est vachement intéressant la côté double psychologie du truc. C'est que, rapidement, je t'explique. En fait, ils ont fait en sorte d'être sur le flux des piétons. Voilà, ils sont mis à un endroit bien précis. Ils ont payé un emplacement à la mairie. Moi, je passe devant, je suis dans le flux d'acquisition pour découvrir le truc. Sur les manèges, voilà, il y a du Pas de Patrouille, il y a du Pikachu, il y a du Disney, on est bon. On va dire que le taux de clic va être bon avec l'enfant. Et nous, comme on est faible en tant que parents, on veut faire plaisir à nos enfants. Donc, dès qu'on voit une opportunité pour leur faire plaisir, on dit, ah, mais tu veux faire un tour de manège? Mais vas-y, on y va. Et du coup, on participe à cette acquisition. Donc, on se retrouve sur le manège, acquisition. La première expérimentation, c'est de faire un premier tour. Et là, le forain voit le premier visiteur, donc la première acquisition, et il va faire en sorte que ce nouvel utilisateur va attraper la queue du Mickey.
en trichant, bien entendu. C'est-à-dire qu'il va le faire traîner devant ma fille et il va le mettre hyper haut sur les autres enfants pour qu'il y ait une gratification. Donc ma fille attrape la queue du Mickey et là elle a un wow effect, un moment d'activation qui est bien plus fort que s'il avait juste fait un tour, mais même en soi ça aurait pu être juste un tour qui aurait pu la satisfaire. Là on peut dire qu'on a activation à fond parce qu'elle est très fière, les autres la regardent, c'est moi qui l'ai gagné, je vais avoir un tour gratuit. Waouh. Tour gratuit, on est déjà dans la rétention. Là on comprend qu'en fait on peut faire plusieurs tours. Donc là, il a enclenché la rétention. Et ça, c'est assez incroyable. Pendant ce temps-là, pendant qu'elle est contente parce qu'elle a attrapé la queue du Mickey et qu'elle tourne sur le manège, il y a d'autres enfants qui passent devant. Leur bonheur apparent fait de la recommandation pour les enfants qui passent. Et puis, moi après, du coup, je vois le truc, je me dis, ah, ça lui plaît, je reviendrai, je vais voir la caisse, je voudrais des tickets. Et il me dit, bah en fait, si t'en achètes 10, t'auras le 11e gratuit. Optimisation des revenus. Donc le forain, à côté de chez moi, est donc un gross marketer qui naturellement ou instinctivement ou par expérience, a réussi à optimiser les différentes briques de son modèle art qui permet de faire grossir son activité. Et moi, du coup, quand après, je suis chez moi et je veux faire plaisir à ma fille, je lui dis, hey, tu veux qu'on aille au manège? Ou alors c'est même elle qui va dire, je vais aller au manège. Et moi, du coup, je vais dire, bah oui, on y va. Et du coup, je vais être dans la rétention à fond. Voilà. Donc typiquement, c'est un exemple pas du tout start-up. Et il y a aussi l'effet FOMO au moment où les tours ils s'enchaînent et tu vois les autres qui partent. Et ça, c'est aussi un truc hyper puissant dont je me souviens en étant gamin, tu sais, c'est qu'en fait, ça s'arrête jamais et tu l'as sous les yeux, un peu comme quand t'es sur Booking et qu'on voit il reste 3 logements disponibles seulement et tu sais, tu vois qu'il reste 3 places et tes parents, ils sont à 2 doigts de craquer. Pour le coup, Yann, l'effet queue du Mickey, ça me fait un peu penser à un truc assez puissant en e-commerce sur l'effet de gratification. Tu sais, c'est les sites où tu arrives et où tu as une espèce de fausse roue de la fortune. Et en fait, tu gagnes forcément un truc. C'est un peu, t'arrives au resto et en fait, même si tu vas consommer pour 6 balles, on te met un bol de cacahuètes et en fait, tu vas commander plus. Et ben là, c'est pareil. En fait, t'arrives et on te dit déjà, t'as gagné 20% et t'as déjà beaucoup plus envie de dépenser. Écoute, la roue, la fameuse roue avec le plugin était très utilisée par les infopreneurs il y a encore pas si longtemps que ça, qui avaient des sites dropshipping. C'est-à-dire que c'était le package global du site dropshipping, c'était t'arrivais et t'avais la roue avec tout le temps le même plugin et tu pouvais faire tourner effectivement. En fait, le côté growth marketing n'est pas que mécanique, data, il y a évidemment beaucoup de psychologie là-dedans. Parce que finalement, quand on se dit, voilà, j'ai telle brique, je voudrais l'optimiser, en fait, on va faire une liste d'hypothèses, bah, on pourrait essayer ça, on pourrait essayer ça, on pourrait essayer ça. Et dans les hypothèses, il y a de la psychologie aussi, bien sûr. Merci Yann de nous avoir tout détaillé. J'ai adoré les exemples que tu nous as trouvés. Je pense que ce sera parlant pour beaucoup de personnes et qu'il y a aussi plein de gens qui vont avoir le wow effect de enfin comprendre qu'est-ce qu'on met derrière cet acronyme un petit peu mystérieux. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus, merci encore Yann, tu m'as envoyé ton livre cet été. Ça a été ma lecture de plage. Il est vraiment bien fait ce bouquin Growth Marketing. On recevra bientôt dans le podcast ton co-auteur. Mais franchement, bravo pour l'excellent travail de vulgarisation. Yann, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est le meilleur endroit pour t'envoyer des mots de remerciement, des questions ou juste te faire un coucou? Ouais, je suis sur plein de plateformes, mais je dois avouer que ma réactivité est bien plus importante sur LinkedIn. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode. Je mettrai le lien du post LinkedIn pour venir nous poser des questions ou interagir en direct dans les ressources de l'épisode. Et puis surtout, Yann, on se retrouve bientôt pour une vidéo YouTube. Est-ce qu'on peut annoncer le sujet ou pas? Moi, je pense qu'il faut garder ça secret, mais ça va être un sujet incroyable. En tout cas, vraiment, vous avez jamais vu ça. Bon, le décor est planté. En tout cas, ce sera la première fois que vous verrez ce sujet abordé sous cet angle. On vous laissera le découvrir dans le courant du mois de janvier. Merci à tous pour votre écoute et à tout de suite sur LinkedIn. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Marketing Square.